Alors, on va commencer avec des questions générales. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Thomas Thévenin, je suis professeur de géographie à l'Université de Bourgogne et du coup, je suis responsable scientifique du programme POPSU. D'accord. Et du coup, que représente le projet POPSU pour vous? Alors, le projet POPSU, c'est l'occasion de travailler en étroite collaboration avec la métropole, avec les agents métropolitains, avec les élus et surtout avec un label avec l'appui du ministère de la Transition. Jusqu'à présent, on avait énormément de relations avec la métropole de Dijon de façon interpersonnelle avec un agent ou un autre. Et en fait, POPSU, c'est l'occasion d'avoir un cadre formel pour travailler de façon institutionnelle avec les agents métropolitains et puis bien sûr avec les élus. D'accord. Et est-ce que vous pouvez un peu décrire votre rôle au sein du projet POPSU, dire ce que vous faites, vos missions? Bien, mon rôle est un rôle de coordinateur scientifique. Donc, en fonction des différentes équipes qui ont été définies dans le programme, que j'ai conçu avec l'ensemble des membres, eh bien, c'est justement de réussir à les articuler et de faire en sorte que ça puisse arriver au bout. Voilà. Alors, il y a des choses qui fonctionnent très bien, puis il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Donc, il faut parfois mettre un peu d'huile dans les rouages pour que ça marche. Voilà. D'accord. Et pourquoi et comment vous avez lancé le programme? Pourquoi j'ai lancé le programme? Bah, c'est justement cette idée de pouvoir lancer un cadre comme ça formel de travail avec la métropole, c'est vraiment la première chose. Et puis derrière, c'était aussi la possibilité de transformer euh, l'observatoire qu'on était en train de mettre en place pour qu'il se fasse à destination des personnes, des citoyens et en tout cas des habitants de la métropole. On avait un cadre plutôt numérique, orienté sur la question de la ville intelligente, et très orienté sur les questions de métrologie. Et donc l'objectif était de pouvoir rendre compte de ce travail de mesure pour pouvoir faire en sorte que les personnes se l'approprient, les habitants se l'approprient et éventuellement pouvoir quelque part accompagner aussi la transition socio-écologique qui est un peu souhaitée par des transformations sociales qui sont en train de se mettre en place. Voilà, on le voit bien avec la conférence citoyenne qui a du mal à s'installer. Et puis en même temps, voilà, il y a quelques instruments comme ça qui peuvent être mis au service de la communauté pour faire prendre conscience, pour sensibiliser, faire un devoir de pédagogie et quelque part pour transformer l'essai, accompagner le changement, quoi. Voilà. Et est-ce que vous avez des attentes par rapport à ce programme? Et si vous en avez, quelles sont-elles? Alors, les attentes, euh, c'est vraiment la construction d'un observatoire environnemental qui permette de combiner à la fois les questions de température et de qualité de l'air. Les deux informations sont souvent confondues par les personnes et l'idée c'était de pouvoir bien montrer qu'elles sont étudiées de façon séparée et donc pouvoir les étudier en coévolution pour montrer que les épisodes de canicule ont un effet sur la qualité de l'air et qu'avec les questions de variabilité climatique, ça va encore s'amplifier cette affaire-là. Ça nous semblait tout à fait intéressant. Alors voilà, on a une métropole qui n'est pas très très grande, mais qui peut être facilement instrumentée avec 70 sondes. Et donc, quelque part, c'est faire une forme de laboratoire à ciel ouvert qu'on pourrait utiliser pour pouvoir travailler ces questions d'interaction entre réchauffement climatique et puis qualité de l'air au niveau très local. Donc ça, c'est l'ambition première du programme, de pouvoir faire converger les énergies vers un laboratoire environnemental qui a certes cette ambition de la mesure in situ, mais avec l'ambition aussi de faire participer élus, citoyens et chercheurs et les rassembler autour de la table pour pouvoir travailler sur cette transition socio-écologique à l'échelle métropolitaine. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la rencontre avec les autres acteurs du projet? Alors lesquels? Parce qu'ils sont nombreux. Les acteurs du projet, ça peut être le ministère, ça peut être quelque chose de très institutionnel avec les élus, ou ça peut être tout simplement mes collègues des différentes disciplines. Donc qu'est-ce que vous attendez exactement comme réponse là? En global, alors vous répondez en fonction de... D'accord.
Donc, l'idée, c'était déjà de pouvoir fédérer un peu les énergies quoi, au niveau des universitaires. Voilà, où il y avait un travail qui pouvait se faire de façon un petit peu dispersée sur différents sujets. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir embarquer un certain nombre de collègues dans cette logique. Il y avait déjà des choses qui se faisaient, mais par exemple, faire travailler les gens en informatique et puis les gens en climat, c'est des choses qui se font, mais dans une logique très orientée vers la modélisation. Là, il s'agit de construire un flux de données, de pouvoir le coordonner, de pouvoir le structurer pour le mettre sous une forme de base de données qui soit interopérable, réutilisable, tous ces termes qui font que on a besoin effectivement de construire une information qui soit utilisable à la fois pour les agents métropolitains, pour les scientifiques bien sûr, puisque c'est la proposition de départ, et puis que quelque part, du point de vue citoyen, il y a aussi la construction d'une information qui se fasse. Voilà, donc en tout cas, c'est ce que ça m'évoque en premier pour la partie scientifique. Alors après, la coopération se fait aussi par rapport au niveau des élus, et POPSU est très utile pour ça. Voilà. Le fait d'avoir le ministère de la Transition qui nous accompagne dans cette affaire-là, elle nous a permis de mobiliser une élue environnement, même deux, un élu plutôt orienté sur les questions de smart cities, et à Dijon c'est important puisque ça fait partie des villes dont on parle en ce moment en France sur l'équipement smart city, et puis voilà, c'est un équipement un peu inédit pour une ville de notre taille, une ville de taille assez moyenne. Donc ça, c'est un point important. Ça a été la possibilité de rassembler également un élu autour des questions urbaines, donc le service d'urbanisme. Et c'était quelque part l'enjeu le plus fort pour pouvoir travailler avec le POPSU. Donc voilà, on avait, lors de notre journée inaugurale, quatre élus qui étaient en capacité de s'exprimer sur le sujet qu'on traitait. Et ils ont pu formuler pardon, leurs attentes. Et donc ça, c'était quelque chose qui me paraissait tout à fait important. Et donc, POPSU, du point de vue de la coopération, le fait d'avoir le ministère qui soit en face de nous pour articuler cet ensemble, mobiliser les élus, ça a été tout à fait important. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se passe la collaboration avec le PUCA et qu'est-ce que ça apporte au programme de travailler avec? Et justement, c'est cette capacité à pouvoir faire dialoguer les élus avec les scientifiques que le ministère nous donne. Voilà. Donc ça, Ok. c'est au niveau local. Par contre, au niveau national, ça permet de situer les activités de Dijon Métropole par rapport à toutes les autres, puisqu'il y a 15 métropoles qui sont associées au PUCA. Donc quand on a un séminaire national qui réunit l'ensemble des collectivités et scientifiques, puisqu'on est toujours un binôme représenté dans chacune de ces réunions, eh bien, ça donne quelque chose d'intéressant pour voir ce qui se passe, quelles sont les problématiques, comment on gère le problème. Alors, lors du dernier séminaire qui a eu lieu fin août, ben voilà quoi, la Covid, qu'est-ce que ça a changé, comment ça a été appréhendé dans les différentes agglomérations. Et donc, voilà, tous les 15, hein, eh bien, tour à tour, on exprime notre sentiment par rapport à ça. Et donc, ça donne des questions tout à fait intéressantes qui sont liées, par exemple, voilà, comment, en fait, les réformes qui sont imaginées par le gouvernement prennent forme au niveau local. Comment c'est vécu? Est-ce que parfois, eh bien, les métropoles se sont organisées les unes avec les autres pour pouvoir faire des contre-propositions, pour pouvoir tout simplement commander des masques? Et ça a fait tout un scandale, cette affaire-là, avec un peu des conflits sur le tarmac pour récupérer une marchandise ou une autre. Voilà, c'est un exemple qui ressort finalement, et qui était un peu emblématique d'ailleurs de l'implication de François Rebsamen ici à Dijon. Mais voilà, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres choses qui ont pu ressortir de cet échange d'expériences presque à chaud sur la façon de vivre la période Covid dans les métropoles. Ça pose aussi question, quoi, hein, au moment où le PUCA a mis en place ce programme, ce nouveau programme POPSU,
de la place des métropoles qui prenaient beaucoup de place, peut-être trop de place par rapport à d'autres. Et la Covid a montré que voilà, les métropoles pouvaient souffrir quelque part de la place un peu trop importante qu'elles pouvaient avoir, parce que voilà, la question de la concentration de la population, etc., montre que voilà, en période de crise sanitaire, c'est peut-être pas forcément le meilleur modèle. Alors voilà, comment on se réinvente par rapport à ça? Donc là, vous parlez de comment les métropoles, quel est le lien entre les métropoles et la crise sanitaire, mais est-ce que vous pourriez nous parler des impacts de la crise sanitaire sur le programme? Est-ce qu'il y en a eu ou pas? Oui, alors sur le plan technique, pas trop. Je dirais que c'était même presque plus facile, dans le Mmh. sens où on a pu installer les sondes de température au beau assez facilement sur le terrain. Il y avait peu de monde, c'était pratique. Non, c'est plus sur l'aspect participatif que vous connaissez bien de votre côté, où c'est très compliqué de mettre en place tout le dispositif participatif qui avait été envisagé au départ. Faire une balade urbaine avec une population pour prendre des températures, pour prendre de la qualité de l'air, ben voilà quoi, à l'ère Covid, ça marche plus, surtout quand on prévoit en plus un pot pour pouvoir faire un débriefing intéressant avec les élus présents, avec la presse. Et donc, en fait, toute cette volonté de faire du participatif et de faire en sorte que les gens se rencontrent et qu'on soit dans la co-construction et toutes ces choses-là, ben, évidemment, là, on n'a pas réussi à répondre à cet objectif et on espère que la sortie de la crise sanitaire nous permettra de faire une sortie de programme à la fin 2021 qui réponde à nos ambitions. Et ça, c'est un vrai challenge qu'on espère pouvoir surmonter, mais malheureusement, il ne dépend pas que de nous, loin de là. Voilà. D'accord. Donc on va passer maintenant à des questions un peu plus précises et je vais commencer par vous demander, pourquoi, vous vous intéressez à la qualité de l'air et aux îlots de chaleur, depuis combien de temps? Et aussi, est-ce que c'est lié à votre parcours scientifique, vos études? Est-ce que vous avez été influencé un jour, Alors, j'étais pas du tout prédestiné à travailler sur ce sujet-là, mais alors pas du tout. Ma spécialité est plutôt sur des questions de transport urbain aux échelles urbaines. D'accord. Et donc, à l'origine, la question de la qualité de l'air et plus encore en fait des températures urbaines était absolument étrangère à mes thématiques de recherche. Et évidemment, la question des transports avec la qualité de l'air, l'appariement est déjà un peu plus naturel, puisque ma posture scientifique est plutôt une posture de modélisateur urbain. Donc, du coup, j'ai eu l'habitude de construire des modèles de simulation qui ont permis d'estimer des charges de trafic. Et donc, souvent, à la charge de trafic, on va associer eh bien, une qualité de l'air qui va être dégradée. Donc voilà, il y a eu une thèse qui a été un peu le déclencheur de tout ça. C'était la thèse de Justin Emery qui a été soutenue en 2016. Et donc le travail de Justin était déjà d'être en capacité de faire un modèle qui couple trafic et qualité de l'air. C'était la première marche, en fait, et quelque part un peu le- le coup de trampoline qui m'a permis de me faire à cette thématique. Après, dans un deuxième temps, la question de la qualité de l'air est venue s'inviter à ma porte de géographe, plutôt urbain, parce qu'effectivement, bah ouais, il y a la connaissance quand même de l'urbain qui est là, de la forme urbaine qui est travaillée au laboratoire Théma. C'est pas mon cœur de cible, mais mes collègues proches, et en particulier à Besançon, sont quand même sur ces questions-là. Et donc, et en plus, ça nécessitait des compétences en géomatique. Et là, je reviens dans mon cœur de métier, puisque ma formation initiale, c'était aussi la capacité à pouvoir associer, assembler les bases de données pour pouvoir donner un résultat. Et donc, c'est même Justin Emery qui s'est collé vraiment opérationnellement à ce travail-là, mais j'ai pu superviser son travail, voir où aller. Et c'est vraiment Justin qui m'a amené à cette thématique pour laquelle, au départ, vraiment, j'étais plutôt imperméable. Et puis, plus progressivement, il y a eu aussi l'écosystème dijonnais qui a favorisé tout cela, hein, puisque on a une équipe assez inédite à Dijon de climatologues. C'est très rare en fait d'avoir autant de climatologues sur un même site.
En général, il y a 1 ou 2 climatologues qui font ce travail, dans le meilleur des cas, dans la plupart des universités françaises. Et nous, il se trouve que voilà, on a 6 enseignants-chercheurs titulaires, plus des chercheurs CNRS, et quelque part une unité de recherche qui est spécialisée là-dedans. Et quand moi je suis arrivé, c'est ce que je rappelais hier, à l'occasion de notre première thèse qu'on a fait soutenir sur le climat urbain avec Yves Richard, donc ça s'est passé hier matin, hein, donc c'est tout frais. Eh bien, il y a 18 ans, quand je suis arrivé ici à Dijon, Yves Richard travaillait sur l'Afrique de l'Ouest, à l'échelle quasiment continentale, alors que moi, je le rappelle, je suis encore une fois un géographe urbain qui travaille à une échelle très locale. Donc, on échangeait sur des questions pédagogiques, mais le fait de nous faire travailler ensemble sur des programmes de recherche il y a 18 ans, c'était pas du tout envisageable. Donc, on a fait des glissements d'échelle, en particulier Yves Richard, et donc maintenant, on est vraiment en capacité de travailler à échelle fine. À l'échelle de travail d'Yves Richard est passé du continent à des carreaux de 150 mètres de côté, donc c'est quand même une sacrée transformation à la fois scientifique, géographique et du coup même thématique. Voilà. Et donc après, à titre personnel, c'est vrai que voilà, on est quand même très sensibilisé aux questions de dégradation de la qualité de l'air, des épisodes de canicule qui se répètent. Et donc, oui, évidemment, en tant que citoyen, en tant que parent aussi, on a un peu sensibilisé à ces questions. On voit aussi nos enfants qui respirent une qualité de l'air qui n'est pas forcément optimale, même si à Dijon, on n'est pas les plus à plaindre. Et du coup, voilà quoi, les affections respiratoires et tout nous amènent aussi à repenser nos thématiques de recherche. Et est-ce que vous pourriez nous parler des premiers résultats que vous avez obtenus? Alors, c'est vous qui les avez obtenus, hein, c'est vous les étudiants, et avec l'aide de Anne qui avait collecté les premiers résultats sur PopSU. Les autres résultats qui relèvent plus de la climatologie ressortent plutôt des travaux de thèse, en particulier de Thibaut Verret, etc. Donc oui, les premiers résultats qu'on a vus, c'est la capacité quelque part à mesurer les écarts de température entre le centre historique de Dijon et la périphérie, avec des écarts qui vont de l'ordre de 4 à 6 degrés. Et donc ces écarts-là parlent de plus en plus aux personnes, et nos élus ici à la métropole les reprennent assez volontiers maintenant dans leurs conférences. Donc du coup, il y a quand même une prise de conscience. Donc ça, c'est le premier résultat que je retiendrai. Ensuite, du point de vue citoyen, c'est plutôt la question de la capacité quelque part à montrer les enjeux que les citoyens peuvent avoir sur les questions environnementales, quoi. Pendant longtemps, la question du bruit a prédominé, puis ensuite la question de la qualité de l'air est venue en premier point. Et puis voilà, maintenant, avec l'enchaînement des canicules, les études qui ont été montrées, qui ont été passées dans le cadre des enquêtes, ont montré que la question du réchauffement climatique devenait quelque chose de très préoccupant. Et donc, effectivement, avec des conséquences sanitaires qui ont marqué avec la première canicule de 2003. Et puis, maintenant, voilà, quoi, on déplore 1 500 morts par an sur les questions de stress thermique. Et donc, voilà, il faut se, se doter d'instruments de veille qui permettent justement d'accompagner ce stress thermique, d'être en capacité d'aller sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les personnes les plus à risque, trouver des dispositifs en matière d'adaptation au changement climatique pour justement contrer l'îlot de chaleur urbain à travers le fameux développement des îlots de fraîcheur urbain dont vous avez sans doute entendu parler. D'accord, ok. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que va donner la construction de l'observatoire urbain? Vraiment, j'ai peut-être un petit peu déjà répondu à la question juste avant, mais je vais revenir sur cette idée qu'on est sur un instrument de veille, pour commencer, qui permet de mesurer les températures en temps réel. Et pendant longtemps, en fait, c'est encore le cas d'ailleurs, les alertes canicules étaient basées sur une station qui est en périphérie de Dijon, qui est à Longwy. Alors que finalement, quand on utilise le réseau Mustard, on se rend compte que le stress thermique, il est très très fort en cœur de ville, sur le centre historique.
Donc le fait d'avoir un instrument d'observation à l'échelle de la métropole qui prenne différentes configurations urbaines, eh bien, ça nous permet de mieux orienter quelque part les équipes qui doivent se déployer sur le terrain pour aller voir les personnes en stress thermique. Typiquement, une personne âgée qui est isolée, ça permet bien de dire, voilà, c'est cette personne-là, ce groupe de personnes-là qu'il va falloir visiter 2 fois par jour pour vérifier si l'hydratation a été correctement faite, s'il est nécessaire d'apporter quelque chose, une aide particulière à une personne, voire décider de son hospitalisation si on détermine qu'elle est en déshydratation. Donc ça, c'est des choses concrètes qu'on peut apporter à un service comme le CCAS en ayant de la ville de Dijon et des différentes communes, puisque là, tout se fait à l'échelle communale et pas encore à l'échelle métropolitaine pour ces questions-là. Mais ça permet vraiment une action concrète sur le territoire, le fait d'avoir cet observatoire. Donc ça, c'est la première chose. Déclencher des alertes canicules, mieux coordonner les services qui vont sur place voir les personnes qui sont en demande. Et puis, d'un point de vue stratégique, après, donc, on peut réutiliser ces données-là pour pouvoir imaginer ce que sera le réchauffement climatique à l'horizon 2050, 2100, réfléchir à de nouvelles formes urbaines. Faut-il encore densifier ou est-ce qu'il faut du coup étaler la ville alors que pour l'instant, c'était plus trop dans l'air du temps, hein. C'est des vrais choix en termes de politique urbaine qui sont en place actuellement. On nous dit depuis à peu près 10 ans, 12 ans, il faut densifier, il faut absolument combler les dents creuses, on arrête l'artificialisation des sols sur des territoires toujours plus lointains. Eh bien, la question de l'ICE nous fait réfléchir aux nouvelles politiques urbaines, quoi. Et voilà, et quelque part, voilà, est-ce qu'elles ne sont pas non plus aussi plus en phase avec l'aspiration des Français et du fameux idéal du pavillon qui peut être attendu dans beaucoup de familles. On le voit encore sur un certain nombre d'enquêtes qui nous étaient rappelées hier à l'occasion de la thèse de Thibaut Verret. Voilà, l'idéal du pavillon est encore là et peut-être, je dirais, il est encore plus présent avec les déménagements qu'on peut observer notamment en Île-de-France pour partir dans des secteurs beaucoup plus ruraux. Est-ce qu'on va avoir une explosion des néo-ruraux dans les années qui viennent, qui sont liées à la question de la crise sanitaire et puis à des décisions qui étaient peut-être déjà un petit peu présentes dans les têtes avec ces épisodes de canicule qui ressortent. Donc voilà, il y a un double niveau de cet observatoire environnemental, à la fois une utilisation qui peut être faite en situation de crise, et puis un outil d'observation qui est plus à destination stratégique et pour aider justement à une fabrique urbaine peut-être plus en phase avec les questions actuelles de réchauffement climatique. D'accord, ok. Et vous nous avez parlé tout à l'heure de vos relations avec les élus, les agents métropolitains et les autres chercheurs. Et on se demandait aussi si vous aviez eu, enfin, comment vous voyez les interactions avec les citoyens dans le cadre du programme POPSU. Alors, bon, effectivement, le cadre de POPSU nous a permis de travailler un petit peu plus avec les élus. Et voilà, nos contacts privilégiés restent quand même les agents métropolitains. Les élus, on les voit de façon beaucoup moins régulière. On les voit dans un cadre plus protocolaire, quand on organise un événement, quand on organise une conférence, une exposition, quelque chose comme ça. Donc oui, là, c'est l'occasion de mobiliser les élus sur des actions à enjeu fort, d'un côté politique et nous, scientifiques. Ça nous permet de travailler avec les agents pour prendre un certain nombre de décisions et notamment voilà, à l'université on s'est commandé du matériel par exemple, on s'est installé un observatoire, mais par contre pour pouvoir faire communiquer les stations les unes avec les autres, eh bien il a été nécessaire que la métropole nous aide et nous achète tout simplement des cartes téléphoniques qui sont financées dans le cadre du programme On Dijon pour qu'on puisse centraliser l'information et faire en sorte que notre observatoire soit un observatoire temps réel qui nous permette de nous fournir un tableau de bord avec l'évolution des températures. Donc ça, sans relation avec les élus, sans leur montrer le travail qui est réalisé, ce type de financement-là, on n'aurait pas pu le réaliser. Et je pense que si on n'avait pas eu cette vitrine POPSU pour pouvoir le faire, ça aurait été compliqué. Donc ça, c'est un vrai apport, je pense, de la collaboration avec POPSU. Donc ensuite,
quelque part, Popsu nous a aussi aidé à redescendre d'une vision très technocentrée. On fait notre observatoire environnemental pour lui donner une dimension plus participative. Et donc, les premiers échanges qu'on a pu avoir avec la métropole de Dijon, les membres de Popsu nous ont dit, oui, oui, c'est très bien votre affaire d'observatoire, mais vous le faites pour qui? D'accord? Il y a des gens dans cette affaire-là. Et donc, du coup, on a revu notre proposition en ajoutant une couche participative plus importante. Et donc là-dessus, je pense que le programme qu'on est en train de construire et la pédagogie qu'on aimerait mettre en place pour essayer de montrer les enjeux en termes de variabilité climatique et l'action que peuvent avoir les citoyens, c'est quelque part de dire oui, on a quand même une transformation de notre climat qui est en train de se vivre et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors on peut attendre des choses de la force publique, mais on peut aussi attendre des choses à un niveau individuel. Et je pense en particulier à toutes les personnes qui possèdent, par exemple, une maison avec un petit morceau de jardin, etc. Eh bien, réfléchir à la part d'artificialisation qu'il y a sur son terrain. Imaginez quelque part donner quelques conseils en matière de végétalisation dans les jardins, dire que telle plante tient mieux qu'une autre, etc. Ça, c'est des conseils qui peuvent être donnés aux personnes et on peut agir comme ça en grande proximité par rapport à son espace proche. Et donc, au niveau citoyen, c'est peut-être cette prise de conscience-là, un peu comme on le fait dans le tri des déchets, d'être en responsabilité, de se dire oui, je contribue à une artificialisation et comment je peux essayer de limiter cette tendance-là. Voilà. D'accord. Donc maintenant, nous allons vous poser des questions sur le bilan du projet et son évolution. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez faire un bilan à ce jour du projet Popsu? C'est compliqué parce que le projet Popsu est en cours de réalisation. Je dirais encore que le bilan il est positif du point de vue des relations qu'on a pu avoir avec la métropole. Voilà. Grâce à la construction quelque part d'un instrument aussi technique que l'observatoire environnemental, eh bien, on a pu dialoguer avec le service environnement, mais aussi avec le service urbain, mais aussi avec le service qui se charge de développer Dijon et toute l'infrastructure smart de la métropole. Et donc, tout ça, en fait, rappelle qu'une métropole, ça fonctionne beaucoup en silo. Et que du coup, le fait de mettre ensemble des personnes autour de la table pour construire quelque chose d'aussi concret qu'un observatoire, parce qu'un observatoire, c'est concret, quoi. C'est un capteur qu'on doit installer à 3 mètres, qui prend l'échelle, comment on fixe le matériel, en cas de nuisance, qui se charge d'aller récupérer le matériel qui a été démonté par l'armée récemment sur le Mont Afrique, qui se charge effectivement de financer la télécommunication entre les différents appareils, comment on centralise l'information pour pouvoir ensuite la diffuser aux scientifiques, la diffuser aux agents métropolitains, la diffuser aux personnes. Toutes ces questions sont pratiques et elles donnent un peu de chair quelque part à une infrastructure qui est développée pour la Smart City. Et donc on a un peu, je crois, réussi à notre petit niveau à décloisonner un certain nombre de pratiques. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que, voilà, à travers un objet très technique, cette dimension humaine, elle a été tout à fait importante. Et je pense que ça, c'est un des éléments très, très positifs du bilan. Voilà. Ensuite, sur le plan des résultats qui ont été faits sur le volet participatif, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, notamment dans le travail qui avait été présenté par les étudiants de L3 l'année dernière, eh bien, c'est tout ce qui concerne à la fois la dimension quantitative de l'enquête qui a été réalisée, puis la dimension plus qualitative
à partir d'entretiens qui ont été réalisés avec des personnes, qui ont été réalisés avec des agents métropolitains, etc. Et donc, cette double vision comme ça, un peu exhaustive, où on essaye d'attraper des gens qui sont intéressés par le sujet, et puis en même temps de questionner sur des sujets, des personnes sur le mode entretien, je trouve qu'il y a une belle complémentarité qui avait été mis en avant. Et donc, c'est ça que je retiendrai du bilan pour l'instant de POPSU. Donc après, il y a d'autres actions qui sont en place sur les questions de droit, sur les questions qui pour l'instant n'ont pas encore fonctionné, n'ont pas été mis en place. Et ça, c'est peut-être un petit peu regrettable, mais tout fonctionnera pas, je pense, dans ce programme qui était ambitieux et qui nécessitait beaucoup de collaboration à l'origine. Donc voilà, sur la partie utilisation des données Twitter pour voir un petit peu comment la campagne électorale, les gilets jaunes, etc. avaient pu réagir. C'était sur la question qui nous était posée sur la métropole et les autres. Il y a quelques résultats qui ont été présentés la semaine dernière dans le cadre du programme Data SHS, là. Et donc, j'espère voir d'autres résultats ressortir, mais c'est des éléments qui sont un petit peu plus périphériques par rapport à l'observatoire environnemental. Mais voilà, en tout cas, il y a eu du travail de réaliser. J'espère qu'on pourra valoriser les réponses. Et puis, il y a un dernier élément que j'aimerais beaucoup voir sortir pour 2021, c'est le travail qu'on doit réaliser avec les économistes hein, sur l'impact de la qualité environnementale sur le prix immobilier et voir un peu les inégalités territoriales qu'on pourrait observer. Ça, c'est un dernier sujet qui me tient beaucoup à cœur. Voilà. D'accord. Donc maintenant, on va parler plus de l'exposition donc, qui aura lieu en 2021. Et qu'attendez-vous de celle-ci? Eh bien, j'attends que quelque part les élus s'approprient cette exposition. C'est déjà la première chose que j'attends, dans le sens où voilà, on a besoin quelque part d'avoir à travers cette exposition, une meilleure connaissance de ce que peut être la Smart City, le fait d'avoir une exposition qui permette ensuite de réfléchir à une fabrique urbaine plus durable, c'est quelque chose d'intéressant et donc avoir leur point de vue, mobiliser les élus, qu'il y ait des rencontres avec la population qui puissent se faire dans ce cadre-là et que ça offre une scène d'échange entre chercheurs, élus et puis citoyens, ça serait la plus belle réussite, je pense, de cette exposition. Voilà, donc ça serait le tout premier objectif que j'essaierai de fixer à cette expo. La deuxième chose, c'est de rendre le côté participatif pour que l'exposition soit aussi un prétexte de dialogue et de réflexion entre les chercheurs et puis les agents métropolitains. Il faut savoir que on est en train de développer un nouveau programme avec Yves Richard qui s'appelle Save IFU avec 5 métropoles, enfin 5 agglomérations pardon, de la région, de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui s'engagent dans un processus d'identification des îlots de chaleur urbains. Et donc, avoir ces agglomérations-là qui participent à l'exposition et puis d'autres métropoles, bien sûr, parmi les 15 métropoles, notamment du programme POPSU, qui pourraient participer avec scientifiques et représentants de chacune des métropoles, ça serait un élément tout à fait intéressant pour réfléchir à ce que pourrait être une ville plus durable et de voir un peu l'intérêt d'instrumenter davantage les villes pour pouvoir voilà, se projeter dans le futur et imaginer un futur urbain. Donc ça, c'est vraiment ce que j'attends. Puis derrière, après, évidemment, je parlais du côté pédagogique avec les citoyens, mais la meilleure éducation qu'on puisse faire, elle est aussi à la base. Et je pense qu'il y a une vocation pédagogique au niveau des écoles qui me semble tout à fait important. Donc, ça serait la troisième cible en fait de cette exposition, d'être en capacité de pouvoir monter des ateliers avec les écoles, avec les collèges, etc., pour travailler sur la question de la Smart City et puis du réchauffement climatique, de la qualité environnementale en général. Je pense que ça serait un dernier objectif pour lequel on serait particulièrement fier d'avoir du public.
D'accord. Est-ce que vous avez pensé à un après POPSU? Est-ce que vous pensez que de nouveaux projets pourraient émerger donc de POPSU? C'est déjà le cas. Donc, je viens de citer Save IFU, qui est Oui. un programme dirigé par l'ADEME, qui est un premier exemple de Dijon qui finalement a un niveau d'observation qui est assez fort. Je pense qu'on a la densité de capteurs la plus importante en France. Il y a Rennes, Toulouse et Strasbourg qui sont également des villes qui sont équipées, mais leur réseau est plus récent. Ouais, les capteurs sont un peu plus disséminés dans ces métropoles qui sont de taille un peu plus grande aussi. Donc, pour nous, c'est plus facile de couvrir, hein. Je le répète encore. Mais voilà, donc ça, c'est un point important. Et donc là-dessus, ça nous permet d'être un peu une ville témoin et puis de se dire, ben voilà, quoi, les expériences qu'on a pu capitaliser sur Dijon, comment on peut les faire redescendre sur d'autres agglomérations. Donc c'est l'ambition du programme Save IFU de travailler au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc les agglomérations, c'est comment Belfort, Montbéliard, Besançon qui sont concernés. Il y a Chalon-sur-Saône également. Je crois qu'il y a Auxerre. Voilà. Donc c'est à peu près les différentes agglomérations qui sont concernées et mises autour de la table. Et donc voilà, il y a déjà un échange entre des agents qui travaillent dans les agglos et puis les scientifiques. Donc la question qui nous posait dernièrement dans notre comité de pilotage qui a eu lieu il y a 10 jours, c'est bon alors très très bien du point de vue de l'interprétation des résultats, etc. Mais il y a une sensibilisation qu'il faut faire au niveau des élus, mais par contre, il ne faut pas les effrayer et il faut leur laisser la possibilité de ne pas les paralyser pour pouvoir leur montrer qu'il y a encore une marge de progression et il faut pas jeter l'éponge tout de suite. Donc, du coup, on avait une mise en garde comme ça de ne pas avoir un ton trop catastrophiste par rapport à la question du réchauffement climatique pour pouvoir laisser encore un peu de marge d'action sur la décision publique, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, il y a des éléments de langage à trouver pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse travailler entre scientifiques et puis action publique. C'est un point qui est important. Donc, Save IFU, je ne serai pas aussi long sur les autres programmes, mais il y a un sujet de thèse qui est lancé sur la végétalisation en ville avec un programme qui est financé par la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, la thèse a démarré il y a 3 mois. D'ailleurs, on vient de faire une réunion de projet. C'est pour ça que j'étais en retard à cette interview. Et puis, il y a le plus gros programme en fait qui est en place qui s'appelle Response, qui est un programme européen qui a été conçu avec la métropole de Dijon, les scientifiques, et en collaboration avec une ville en Finlande, la ville de Turku, où il va y avoir un certain nombre de démonstrateurs qui vont être mis en œuvre sur les questions de réchauffement climatique et rafraîchissement en ville. Et donc, ici à Dijon, par exemple, c'est la Fontaine d'Ouche qui va faire partie du terrain de démonstration. Voilà. Donc là, c'est le plus gros programme qui va occuper scientifiques, agents métropolitains pendant les 4 prochaines années. Donc on est particulièrement fiers de ça. Mais après, ça n'exclut pas le fait de pouvoir s'impliquer dans POPSU. Mais je pense avec une autre équipe de chercheurs sur d'autres sujets. Je pense en particulier à quelques collègues sociologues qui pourraient très très bien voilà, choisir de travailler notre thématique avec voilà, une dimension plus sur des questions d'inégalité territoriale. Il y a d'autres sujets, notamment sur l'alimentation en ville, qui sont très, très importantes. Ici à Dijon, il y a eu un gros programme de remporté récemment. Et bien avoir une dimension POPSU dans cette démarche-là, ça semblerait aussi être quelque chose d'intéressant. Je pense que Dijon serait bien positionné pour lancer un groupe de travail là-dessus. Voilà. Mais donc voilà, je pense que voilà, on a montré que la métropole de Dijon avait de l'intérêt, pouvait travailler avec les scientifiques, et donc ça serait l'occasion de pouvoir travailler sur d'autres domaines et passer quelque part un petit peu la main. Voilà. Et plus personnellement, enfin pour finir, donc dans la continuité de cette question, est-ce que vous avez envie de participer donc personnellement à d'autres projets, comme vous venez de nous parler, en liant des projets donc collaboratifs qui lient les acteurs scientifiques et les acteurs métropolitains? Alors oui, c'est une vraie question pour nous les chercheurs, de s'engager
dans un processus participatif avec des élus, avec des agents métropolitains. Donc ça, c'est avec l'idée d'avoir une vraie participation à l'action publique. Donc c'est très motivant. C'est très enrichissant. Ça nous permet de dégager des moyens financiers, mais aussi humains. Et ça, j'attire beaucoup l'attention là-dessus, c'est que le programme POPSU, finalement, nous permet avant tout de mettre de l'huile dans les rouages, de permettre aux gens de se rencontrer. Et puis, parfois, le chercheur a besoin aussi de retourner à la fabrication d'articles et être plus sur une recherche fondamentale. Et donc, en tout cas, dans nos domaines, entre géographie et aménagement, c'est un effet de balancier permanent qui nous amène parfois à rentrer dans nos labos et puis à pas trop en sortir, et puis à se dire, ah oui, mais mes recherches peuvent être utiles. Alors, je m'implique davantage dans l'action publique. Et puis hop, je reviens dans mon laboratoire. Et donc, c'est un peu cet effet de balancier. Donc, à titre personnel, je pense que une fois avoir participé à la création d'événements, cette fameuse exposition avec laquelle on travaille beaucoup avec Anne Gébou en ce moment, et puis à terme, et avec vous aussi d'ailleurs, parce que les étudiants de la promotion de troisième année sont très impliqués. C'est très motivant, et puis on est vraiment à la charnière de notre rôle d'enseignant-chercheur avec cette affaire-là. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et puis, à un certain moment, je pense que c'est bien aussi de reprendre un petit peu euh, son destin en main, je dirais, de chercheur, et puis de repasser à la publication, qui est l'élément d'évaluation sur lequel on est le plus noté quelque part, et donc de revenir à une production plus académique, et ce sera l'ambition qui suivra après le programme POPSU. Voilà. D'accord. Bah, merci, vous avez répondu à toutes nos questions. Avec plaisir, merci.